Bonjour à tous et à tous, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des États riverains de la Méditerranée, et plus particulièrement ceux du Maroc et de Monaco, puisque cette initiative est prise conjointement par la France, Monaco et le Maroc. Je salue également les représentants de la Convention de Barcelone et de l'Union pour la Méditerranée. Je salue les réseaux de villes, les scientifiques, les associations, tous les acteurs de l'économie bleue. Je salue l'équipe de Thalassa, de l'Institut océanographique Paul Ricard, que je remercie d'ailleurs pour nous avoir fourni de très belles images sur la Méditerranée que nous verrons durant cette journée. La France est très mobilisée sur les océans avec l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen, puisque nous avons eu la semaine dernière la réunion préparatoire à New York sur l'ODD 14, donc celle qui concerne précisément l'océan. Nous avons aussi les négociations à l'ONU sur la haute mer. Nous avons lancé hier l'Alliance Océan et Climat avec Françoise Gaille et toute l'équipe. Et sur le plan national, bien évidemment aussi toutes les initiatives de la stratégie mer et littoral qui, je vous l'annonce, sera publiée demain au journal officiel, avec le plan d'action qui va avec et sur lesquels nous avons déjà longuement débattu au cours des conventions nationales sur l'océan et sur la mer. Donc voilà, c'est la finalisation de tout ce travail de co-construction de la stratégie mer et littoral qui sera donc, je le répète, publié demain au journal officiel. Donc vous voyez que cette semaine que j'ai qualifiée de semaine bleue est à la fois l'aboutissement de ce qui a été décidé à la COP21 et de l'intégration de l'océan pour la première fois dans les négociations climatiques, du travail qui a été fait au Maroc pendant la COP22, parce que le Maroc a repris à bras-le-corps les stratégies océan pour les faire monter en puissance dans les négociations climatiques, de la principauté de Monaco qui est toujours extrêmement présente sur l'ensemble de ces sujets et qui prend des initiatives très importantes. Et nous allons d'ailleurs bientôt nous retrouver pour étendre le sanctuaire Pélagos en Méditerranée et l'étendre vers l'Espagne. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai évoqué lundi lors du sommet franco-espagnol avec le chef du gouvernement espagnol et le président de la République française. Et j'ai mis sur la table le projet d'extension du sanctuaire Pélagos. Et les Espagnols ont adhéré à cette dynamique et à cette idée. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, et ce sont d'excellentes nouvelles. Sur la mer Méditerranée, donc, puisque c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, là aussi il y a eu plusieurs étapes. Nous sommes réunis pendant la journée de l'océan à Washington. Nous avons déjà posé les bases du plan Méditerranée pendant la COP 21, également pendant la COP 22. Tous les partenaires ici présents dans cette salle ont continué à travailler. Et comme j'avais eu l'occasion de le dire déjà, la mer Méditerranée, nous avons une responsabilité majeure parce que c'est à la fois un extraordinaire modèle de petit océan par sa configuration, par sa taille, par son environnement, par sa situation géographique, et parce que la mer Méditerranée possède des écosystèmes uniques, nous avons une responsabilité vraiment majeure. C'est la plus grande mer fermée du monde avec 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est une des mers les plus riches au monde avec plus de 17 000 espèces recensées alors qu'elle représente moins de 1% de la superficie océanique. L'histoire humaine y est très ancienne puisque les premiers humains, ça Gilles Boeuf nous le rappelle régulièrement, venus d'Afrique, la côtoyant déjà il y a plus de 2 millions d'années. Et puis la présence humaine y a été constante et explique tout ce développement de ce berceau de civilisation. La destruction des littoraux est la plus importante au monde, la surpêche est généralisée en Méditerranée, la pollution présente presque partout, pas seulement le plastique, mais par le plastique aussi, la dissémination d'espèces flagrantes, il est temps de réagir, on le sait tous, et des travaux d'ailleurs ont lieu depuis plusieurs années dans toutes les structures qui se sont occupées de la Méditerranée. Cette Méditerranée d'ailleurs qui subit les conséquences du changement climatique avec des températures de surface qui augmentent très vite, plus à l'est qu'à l'ouest d'ailleurs, l'apparition des zones pauvres en oxygène, la sursalinisation littorale, l'acidification globale, la remontée du niveau de la mer qui envahit les estuaires et qui entraîne la salinisation de terres agricoles.
Les pressions touristiques aussi sont de moins en moins bien contrôlées, avec l'augmentation forte également du trafic maritime. Et donc la communauté internationale a reconnu qu'il y avait urgence d'agir et pour lutter et pour rétablir la bonne santé de la mer Méditerranée, comme j'avais eu l'occasion de le dire lors des réunions précédentes. Ce séminaire, donc, qui nous rassemble aujourd'hui, est issu non seulement des deux COP, COP 21, COP 22 et des travaux de la Principauté de Monaco, mais aussi de plusieurs réunions préparatoires. Nous avons retenu 5 thèmes. Je les rappelle: la science, les aires marines protégées, la réduction de l'impact du transport maritime, la réduction des pollutions terrestres et la protection, le développement, la valorisation des petites îles de la Méditerranée. Pour la science, comme vous le savez, nous avons demandé au GIEC, notamment dans le cadre de ses travaux sur le rapport spécial Océan et Cryosphère, d'apporter une attention particulière à la Méditerranée. Et nous avons, sous l'impulsion d'ailleurs de Françoise Gaille et de Gilles Boeuf, demandé aux réseaux scientifiques de mieux se coordonner. Ils ont réuni ces réseaux scientifiques et nous allons entendre leurs propositions. Donc ça, parce que tout part de la connaissance, savoir c'est déjà commencer à agir, et donc mettre en tout premier lieu les échanges sur la connaissance et sur la science, c'est quelque chose de tout à fait capital et en plus de tout à fait passionnant. Nous avons ensuite la problématique des aires marines protégées. Là, c'est très important que des décisions soient prises pour que les États riverains et les acteurs locaux étendent les surfaces et renforcent et pérennisent les exigences de protection dans leurs eaux. On sait déjà que 5 pays riverains, l'Albanie, la France, le Maroc, Monaco et la Tunisie, conjointement avec plusieurs organisations régionales, travaillent à préparer concrètement des projets dans ce sens et selon les meilleures pratiques disponibles. D'ailleurs, cette liste me paraît un peu limitative. Il y a évidemment bien l'Italie, l'Espagne, enfin, je veux dire, tous les pays de la Méditerranée sont engagés, pas seulement 5 pays riverains. Et ça serait d'ailleurs une très bonne chose qu'il y ait là aussi un état des lieux sur les aires marines protégées, parce que chaque pays a aussi des outils un peu différents. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse une remise à plat des problématiques, des surfaces des aires marines protégées, des outils juridiques de protection et des problèmes qui se posent. On le sait, les problèmes qui se posent, ce sont les conflits autour de l'usage, notamment avec les filières économiques, avec la pêche, parce que les pêcheurs ont toujours peur quand on fait des espaces protégés, et pourtant, c'est se protéger eux-mêmes. Si on n'avait pas protégé un certain nombre d'espaces maritimes, si on n'avait pas protégé un certain nombre de choses, il n'y aurait plus de poissons. Donc c'est la définition même que souvent il faut savoir imposer du long terme au court terme, c'est-à-dire aux stratégies de profit à court terme, pour imposer des stratégies à long terme qui en fait bénéficient à un moment ou à un autre aussi et de façon intelligente aux filières économiques concernées. Pour le transport maritime, des initiatives déjà, donc pour les aires marines protégées, hein, je rappelle qu'il y a le grand projet Pélagos, l'extension de Pélagos, sur laquelle je compte bien m'impliquer pour accélérer les choses. Et là aussi, les choses s'accélèrent. Nous allons finaliser prochainement un certain nombre de décisions. Pour le transport maritime, des initiatives ont déjà été lancées. Vous savez que la loi française sur la biodiversité impose l'équipement de capacité pour les navires de détection des cétacés pour éviter les collisions. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il y a aussi l'interdiction de vidange des eaux de ballast qui a été inscrit dans la loi, et un certain nombre de dispositifs de lutte comme l'interdiction des sacs plastiques à usage unique que la France a fait voter, que le Maroc a fait voter, que Monaco a adopté. Et là aussi, je souhaite que l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen adhèrent à cette coalition interdiction des sacs plastiques. Nous avons aussi commencé à interdire les microbilles qui sont aussi un des fléaux de pollution de l'océan et de la mer Méditerranée en particulier. Et par conséquent, là aussi, il y a des fédérations possibles de l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen. Je souhaite d'ailleurs que nous apportions tous ensemble une contribution déterminante en mettant en débat une étude d'impact qui permettrait de faire le choix de l'instauration d'une zone de réduction des émissions dans le cadre des règles prévues par l'Organisation maritime internationale. Et nous pourrions ainsi en Méditerranée, c'est une proposition que je fais, mettre en place une zone basse émission des navires en Méditerranée. D'abord parce que ça inciterait aussi à l'innovation, aux nouvelles technologies.
Ça inciterait aussi à l'usage des énergies renouvelables. Ça inciterait aussi à la découverte de stratégies bas carbone pour le transport maritime et ça mettrait en valeur l'effort qui serait fait dans cette zone. Pour la pollution qui vient de la terre, il y a eu des objectifs qui avaient été fixés en 2014, mais qu'il faut relancer. Là aussi, et en particulier, la proposition que je fais, c'est de faire une fédération des grandes villes du pourtour méditerranéen qu'il va falloir réunir pour qu'elles mettent au niveau leur station d'épuration. Déjà, si tout le monde est au niveau et si on a un échange de bonnes pratiques et de technologies au niveau de la mise aux normes des stations d'épuration du pourtour méditerranéen, déjà on fait un progrès extraordinaire. Et comme maintenant il y a des nouvelles technologies très importantes, j'ai par exemple inauguré récemment une usine de production d'énergie à partir des boues des stations d'épuration. Donc vous voyez qu'on fait de l'économie à Strasbourg, vous voyez qu'on fait de l'économie circulaire à partir des résidus de déchets. Et donc je pense qu'il y a des filières de développement industriel de très haut niveau à développer sur l'ensemble des grandes villes du pourtour méditerranéen, qui sont certes des investissements, mais qui sont aussi des retours sur investissement assez rapides, et en particulier la production d'énergie à partir des déchets, donc, et je le répète, sur cet exemple très précis, à partir des boues des stations d'épuration. Donc déjà, on diminuerait considérablement la pollution en Méditerranée. Et puis, bien évidemment, il y a les pollutions chimiques. Là aussi, donc un inventaire de l'ensemble des pollutions chimiques et puis la mise en responsabilité de tous les industriels de la chimie par rapport aux rejets qui sont faits en Méditerranée. Là aussi, je crois qu'en se consolidant les uns les autres et en mettant en place des normes, des contrôles, des échanges technologiques pour arrêter la pollution chimique en Méditerranée, ce serait aussi des décisions très importantes. Concernant les territoires insulaires, il y a là aussi des projets très intéressants sur l'autonomie énergétique des îles, qui, comme vous le savez, est aussi un projet voté dans la loi de transition énergétique française, avec en particulier le décret que j'ai publié récemment sur la possibilité et la facilité à autoconsommer l'énergie produite. Donc ça, il y avait un vrai blocage juridique sur ce sujet-là. Ça y est, les choses sont faites, non sans difficulté, mais c'est fait. Donc c'est une véritable révolution énergétique dont les territoires insulaires peuvent se saisir, comme on l'a vu sur certains territoires insulaires en Bretagne, où je suis allée inaugurer et lancer des projets îles à énergie positive. Là, je me rends dans les Outre-mer avec Martinique et Guadeloupe, où aussi avancent très fortement les projets d'autonomie énergétique. En Corse, il y a un gros travail qui a été fait sur l'autonomie énergétique également. Et donc, toutes les îles de la Méditerranée pourraient constituer là aussi une coalition, échanger les bonnes pratiques en matière d'accès aux énergies renouvelables. Par exemple, 3 fermes pilotes d'éoliennes flottantes ont été lancées en Méditerranée. Et nous recherchons actuellement encore les lieux potentiels de pose d'éoliennes flottantes ou d'hydroliennes, puisque c'est là aussi les hydroliennes, c'est vraiment la nouvelle génération des énergies marines qui sont très prometteuses et en tout cas qui entraînent beaucoup moins de difficultés dans le domaine de la construction et des réactions aussi parfois contre les éoliennes en mer. Voilà, donc je crois que c'est très important. Je voudrais juste finir là-dessus parce que je souhaite également d'abord passer la parole à monsieur l'ambassadeur du Maroc et de Monaco, bien évidemment, avant de passer à la première table ronde, vous dire également, parce que en tant que présidente de la COP21 aussi, je reste extrêmement mobilisée sur l'application de l'accord de Paris sur le climat, et en particulier sur les cohérences qu'il faut apporter à l'accord de Paris sur le climat aux décisions qui sont prises. Donc vous savez que, par exemple, que j'ai annoncé un moratoire sur la recherche d'hydrocarbures en Méditerranée française. Je vous annonce d'ailleurs que j'étends ce moratoire à la façade atlantique et même au large de la Guyane, puisqu'il y avait toute une problématique, donc il n'y aura pas de prospection d'hydrocarbures dans ces parties de la mer et de l'océan.
Et d'ailleurs, ce moratoire sera inscrit dans la stratégie mer et littoral que je publie demain au journal officiel de la République française. Voilà, merci de votre attention. Bien évidemment, je ne rappellerai pas ce que j'ai redit hier. La fierté particulière qui est la mienne, en appui bien sûr sur tous les travaux qui m'ont permis de signer les textes correspondants et qui m'a permis en 3 ans de passer de 4% de la surface des eaux françaises protégées à 22% de protection, et en particulier l'extension des terres australes françaises, la protection autour de l'atoll de Clipperton. Et bientôt, justement, je me réjouis que nous puissions faire ensemble l'extension de la protection du sanctuaire de Pélagos, parce que je crois que la Méditerranée nous oblige, nous engage, nous demande d'agir. Et maintenant, nous connaissons les choses, nous n'avons plus aucune excuse pour ne pas agir. Alors, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de la Méditerranée, ce qui explique peut-être parfois que le passage des discours aux actes a été si lent. Il y a beaucoup de rapports de force, il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu, il y a beaucoup de filières de développement économique qui n'ont pas toutes le même intérêt, mais c'est précisément quand ces projets sont portés au niveau politique qu'ils avancent, surtout quand des pays se mettent d'accord ensemble, comme les 3 pays ici présents, pour entraîner tous les autres vers des décisions qui sont attendues de nous, et plus particulièrement attendues de nous après l'accord de Paris sur le climat, dont les ratifications d'ailleurs continuent, puisque alors je vous parle, sauf erreur de ma part, c'est 130 ratifications qui ont eu lieu, de plus en plus de pays qui intègrent dans leur législation nationale les transitions énergétiques sur lesquelles ils se sont engagés. Et surtout, je me réjouis aussi de voir que le lien qui a été si long à établir entre la transition énergétique et la protection de la biodiversité est enfin fait par l'ensemble des pays qui, de plus en plus, articulent leur transition énergétique, leur adoption des stratégies bas carbone, avec des stratégies de protection de la biodiversité qui, rappelons-le, est à la fois victime du dérèglement climatique, mais aussi qui apporte des solutions à ce dérèglement climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention, de vos travaux, de vos implications, parce que je suis convaincue que c'est comme cela que nous obtiendrons rapidement des résultats qui sont d'ailleurs déjà visibles aujourd'hui. Merci beaucoup.